C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre émission hebdomadaire qui analyse les mots, les discours et leur impact sur notre vivre ensemble en République démocratique du Congo. Je suis Ronéline Thibonera et comme d'habitude, Babel Mpongo est avec nous pour cette nouvelle production. Bonjour Babel. Bonjour Ronélie, bonjour à toutes et à tous. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont complètement transformé notre univers communicationnel. Elles rendent l'accès à l'information plus rapide et plus large. Ce qui surprend, c'est que dans certains cas, le secret et la discrétion semblent avoir disparu. Il arrive même que les informations destinées à des autorités soient connues du public avant que les principaux concernés n'en soient informés. Aujourd'hui, de nombreux journalistes, tout comme certains politiciens, se livrent à une course effrénée au scoop, préférant tout exposer sur la place publique sans délai ni réflexion. Oui, Babel, à titre illustratif, prenons les cas des négociations en cours entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 d'un côté et entre la RDC et le Rwanda de l'autre. Depuis quelque temps, la population congolaise assiste à des scènes où les représentants des partis en discussion communiquent les conclusions de réunions, parfois même en les interprétant personnellement sans avoir pris les reculs nécessaires. Par exemple, lors de la signature du protocole d'accord entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23 à Doha, le week-end dernier, l'un des responsables du M23 s'est permis de commenter publiquement les accords. Il a dissipé ainsi le peu d'espoir que les habitants des zones meurtries par les conflits placés dans les efforts diplomatiques en cours. Est-il judicieux pour les négociateurs de se livrer à des analyses hâtives alors que les discussions sont encore en cours et que les conclusions n'ont pas été rendues publiques? Quel danger cette course au scoop fait-elle peser sur les efforts de médiation et quelle attitude les parties prenantes doivent-elles adopter? Pour en discuter, nous avons deux invités avec nous dans ce studio. Le premier, Eugène Kandolo, il est conférencier, écrivain et coach en développement personnel. Il est reconnu pour son engagement dans le leadership, la communication et la transformation sociale en République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Nous accueillons également Olivier Mouenzé, juriste, chercheur indépendant, écrivain et penseur engagé. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des leaders d'opinion de la jeunesse africaine. Bonjour Olivier et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour tout le monde, bonjour monsieur Pronelli, bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons un premier extrait de notre sketch. La scène se déroule sur un campus où des étudiants à la fin d'une négociation sont surpris par l'attitude de l'un de leurs qui s'est empressé de publier le communiqué final sans consulter les autres. On écoute. Bon, le gars, la nuit a été longue. Hein. La nuit a été longue. On a tout bouclé pour cette première étape des discussions entre nos deux facultés en conflit. Donc, on peut se casser. On se capte bientôt pour la suite. Attendez, que personne ne bouge. Kitoko, c'est quoi ces communiqués-là que votre fac a balancé sur les réseaux? On a fait notre déclaration des résultats obtenus. Et qu'est-ce qui t'énerve là-dedans? Dis-moi. Attends. On n'était pas censé communiquer quoi que ce soit avant l'aboutissement à un accord. Quoi? Vous avez osé vous manquer de nous? Sérieux? Et alors? C'est la pure vérité, frérot. On est trop fiers d'avoir terminé votre camp avec une rhétorique béton. Tu rigoles. En plus, ça vous a calmé direct, frère. Hein? Vous qui vous preniez pour des intouchables. C'est là. Hallucinant. À part que vous dites du n'importe quoi dans le communiqué, c'était censé rester secret entre nous pour l'instant. Écoute-toi, hein? Quand on finit une réunion, on envoie un communiqué pour mettre en valeur ce qu'on a fait. C'est normal, non? Nos membres doivent être au courant. Point final. Agnès, c'est quoi ça? Donc, tu sors des bêtises pareilles? Quelles bêtises? Donc vous devez faire publier tout ça, c'est des bêtises pareilles que tu tiens. Arrête un peu ton cinéma là, arrête. Même chez vous, tout le monde a capté que vie commence à tourner, vous étiez coincés. Écoutez, vous étiez écoute-moi bien. Oh. Primo,
ça c'est juste ta version. Secondo, personne t'a dit de balancer en public nos discussions faites à huis clos. Je ne suis pas là. Donc tu vas retirer ces communiqués et vite. Quoi? Oui. Non, attends. Réseaux sociaux. Sinon, ne venez pas pleurer ici quand la réponse sera faite. Jamais de la vie. Je retire rien du tout. Ok. Attends, on n'était pas censé communiquer quoi que ce soit avant d'aboutir à un accord et tu oses te moquer de nous, sérieux? Déplore l'un des étudiants. Ma première question s'adresse à vous, Eugène Kandolo. Pourquoi cette communication prématurée a-t-elle été perçue comme une trahison ou une moquerie par les autres négociateurs? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation, merci pour la parole. Je vais dire que d'emblée, on voit que la scène se passe dans une sorte de huis clos. Et par conséquent, normalement, il y a toujours une bouche autorisée. Quand il y a ce genre de choses, ça peut être un rapporteur, ça peut être un porte-parole. Et pour que le porte-parole ou le rapporteur puisse rendre public, il faut qu'il puisse avoir un assentiment de tout le monde. Surtout qu'ici, il s'agit des discussions. J'imagine que ces deux parties qui ne sont pas d'accord sur un fait et qui cherchent une sorte de compromis parce que on est en plein dans une sorte de scénario de négociation. En parlant de négociation, il faut savoir que aujourd'hui, les négociations, c'est un concept transversal. On peut utiliser les négociations dans le business, on peut utiliser les négociations dans des dossiers judiciaires. On voit comment les avocats, au lieu d'aller jusqu'au bout avec de procès, ils trouvent peut-être un arrangement, ils font des négociations, quitte à ce qu'ils puissent faire de concessions. Mais les négociations, ici, il faut le prendre aussi sur l'aspect diplomatique. Et sur l'aspect diplomatique, les négociations ont un caractère assez particulier. D'abord, ça exige, dès le départ, la volonté d'aboutir. Alors que pour les juristes, c'est comme une sorte de partie d'échec. Donc, ce n'est pas forcément l'obligation d'aller trouver un compromis. C'est qui peut avoir de l'avance sur l'autre pour damer des pions. Il y a la volonté d'aboutir. Et quand on parle de volonté d'aboutir, ça veut dire que déjà le contexte est un contexte d'hostilité. Et au-delà de ça, il y a l'attitude qui doit caractériser une recherche de compromis. Pas compromission. Parce qu'on ne va pas à une négociation pour aller perdre ses plumes. Compromis, mais pour qu'on en arrive à ce compromis, il faudrait qu'on fasse des concessions. Les concessions, c'est qu'est-ce que je peux donner, mais tout en gardant ce qu'il y a de précieux. Quelle est la ligne rouge que je peux avoir? Alors, tout cela prend un temps. Ça peut être un processus d'une semaine, d'un mois. Et donc, on ne peut pas se permettre d'aller tout de suite communiquer chaque étape. Parce qu'une étape peut être une sorte d'escalier pour la prochaine étape. Et si déjà on trahit par la divulgation de ce qui a été dit à la première étape, qui n'était pas peut-être fameuse, mais on se donne encore la chance parce qu'il y a cette volonté d'aboutir. Et si cela est fait, ça peut effectivement entacher la suite et par conséquent télescoper même la volonté d'aboutir qu'on avait au départ. Alors parlons du contexte politique tel que fleuré. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a un peu plus de transparence dans la conduite même des négociations. Comment on peut expliquer aujourd'hui cette transparence, cette volonté de tout mettre sur la place publique? Bon, il faut dire aussi que c'est le contexte du monde actuel. Quelle que soit la volonté que nous avons de protéger quoi que ce soit, rassurez-vous que la dynamique du monde aujourd'hui, on est même passé de 2.0 à 3.0. L'interaction, on est dans un contexte de l'infobésité et les gens courent derrière le scoop au point que même pour vous, les journalistes, on devrait revoir en fait les notions de information off the record, information en embargo, parce que on ne sait plus. Donc tout le monde veut être le premier. Et même la saveur du scoop n'est plus la même en fait. Aujourd'hui, je crois que les scoops est beaucoup davantage plus succulents qu'hier. Parce que, voilà, on voudrait être le premier avec tous les risques. Et aujourd'hui, les gens ne se gênent plus de venir s'excuser. Parce que qui veut donner les scoops doit se mettre en tête qu'il prend le risque de dire n'importe quoi. Merci pour ces explications, Eugène Kandolo. Olivier Moinzé, je me tourne à présent vers vous. Pourquoi tous les acteurs impliqués dans les discussions cherchent-ils à être les premiers à annoncer les conclusions? Je pense que cette émission a un caractère pédagogique parce que tout ce que l'on va dire ici doit servir des remèdes justement aux problèmes que nous vivons aujourd'hui. Je pense qu'il y a un problème sur l'éthique politique, sur la stratégie, sur les tacts. Il y a un problème parce que
on doit un principe qu'on appelle le respect des délibérés. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme réunion, tout ce qu'il y a comme colloque, tout ce qu'il y a comme réunion stratégique, les clauses qui y sont ne doivent pas être divulguées n'importe comment. Moi, je voudrais carrément que l'on puisse contextualiser cela pour parler des secrets d'État. Parce que moi, je considère ça comme des secrets d'État qui ne peuvent pas être divulgués n'importe comment. Vous voyez un peu, avant qu'une information soit fuitée, elle mérite d'être traitée, analysée, filtrée. Parce que justement, la population, nous, le peuple, on n'est pas censé tout savoir. Tous nos officiels doivent être formés pour savoir que faire avec l'information. Parce que finalement, l'information, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Et lorsque ceci n'est pas traité, on est en train d'offrir un chèque en blanc à tous ceux qui en veulent à la République, comme dans les contextes actuels où nous sommes dans des contentieux. Nous ne devons pas laisser certaines informations fuiter. Les clauses, les décisions qui ont été prises, nous devons attendre jusqu'à ce que le temps va arriver pour que ceci soit divulgué. Donc moi, je pense qu'il y a un problème des formations, un problème d'éthique, des tacts et même un problème sur la stratégie communicationnelle en politique. Parce que ça, c'est travail et ça s'apprend. Tant de moments voulus, comme vous dites là, si les négociations tirent en longueur, par exemple, on aimerait bien savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et voilà. Je crois que c'est une belle question. Attendre les moments voulus, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas attendre indéfiniment, mais c'est laisser les experts nous dire, OK, nous n'avons pas encore fini avec les pourparlers. Au moment opportun, on va dire ce qu'il en est justement des décisions. Mais en entendant, les peuples attendent. C'est là maintenant justement qu'intervient les rôles du ministre en charge de l'information, encore les porte-paroles. Il faudrait faire attendre le peuple avec des très bonnes communications. Parce que je pense qu'une information qui n'a pas encore été bien traitée n'est pas prête à être dite. Et dans le contexte congolais, justement, quels éléments permettent à la population de distinguer en commentaire individuel des positions officielles des partis et signataires d'un accord? Moi, je pense que dans les contextes actuels congolais, je pense qu'aucun élément, parce que justement, tout le monde dit tout le monde veut parler, on ne sait pas quelles sont les voix officielles, sauf si je vois X messieurs qui a reçu un mandat à la télé. Je pense qu'il n'y a plus ces éléments-là, parce que c'est que M. Kandolo a dit, tel va vous dire mes sources à la présidence. Tel vous dit mes caméras. Mais on se demande, on s'est dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Qui on doit suivre, qui on ne doit pas. Dans les contextes actuels, moi je me dis, il n'y a presque pas des éléments. Sauf si je sais que tel a reçu un mandat officiel de la part du gouvernement, je vais l'écouter parce qu'il a été voté, parce qu'il a été élu ou encore nommé. Mais sinon, dans les contextes actuels, c'est vraiment de la marmaille. Passez-moi l'expression, on a du mal à distinguer qui dit vrai, qui dit faux. Merci pour ces éclairages, Olivier Mouenzé. Écoutons à présent un deuxième extrait de notre sketch radiophonique. Cette fois, la discussion entre les étudiants prend une tournure plus sérieuse avec des ratés et des batailles de communication interposées. Suivez. Qu'est-ce qui se passe là? Faut pas vous acharner sur Kitoko. Mais sérieux, hein? Elle a rien fait de pire que ce que Mboui et sa bande ont fait ici. Mboui, à ta place, j'aurais honte. Honte de quoi? J'aurais honte. Amani, explique-moi. Mon village, Bondo Chini, Chini. Avant vous étiez déjà en train de faire tourner dans vos groupes WhatsApp une note disant que vous venez pas pour baisser la tête, mais pour montrer que vous allez tout rafler dans les négociations. Et alors, ça c'est fait. C'est quoi les problèmes de communiquer une vérité aussi propre? Prenez juste le temps d'avaler ça. Oh, mais sérieux, hein? Fallait vraiment balancer ça avant que les conclats commencent. Vous avez grave dépassé les bornes. Dire que la victoire était déjà dans la poche. Genre, vous avez toutes les cartes pour écraser les plans diaboliques de notre fac. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que tu sais ce que j'en pense, pas normal, moi. Nos deux facs ont toutes commis une erreur de lâcher des déclarations au mauvais moment. Ouais, mais... Oui. Non, mais elle là, on en parle. Ils ont sorti une com bidon avant même que le conclave commence. Juste pour faire les stars. Tu sais, nous avons seulement balancé notre version après la réunion. Alors dis-moi, qui est le plus en tort? Arrêtez de faire les anges. Bon, arrêtez. Non. L'histoire n'est pas encore clôturée. Nous aussi, on va sortir des conclusions bien corsées. Que vous allez sortir? Je t'ai dit, on va sortir des conclusions bien corsées. On va voir. Maintenant, ça c'est trop.
Oui, mais Mbouta, eux là, ils ont sorti comme bidon avant même que les conclaves commencent, juste pour faire le star. Tu sais, et nous, au moins, on a balancé notre version après la réunion. Alors dis-moi, qui est le plus en tort, interroge l'un des personnages. Cet extrait montre bien comment un langage officiel qui dépasse le huis clos peut nuire aux discussions. Alors, Eugène Kandolo, comment une communication trop ouverte sur un processus de négociation en cours peut-elle contribuer à la radicalisation des positions? Quel risque comporte le manque de discrétion? Merci beaucoup, Babel. D'abord, je voulais un tout petit peu rentrer sur ce que disait mon frère Olivier. En parlant des officiels, parce qu'il insistait sur le fait qu'il faut suivre ceux qui ont un mandat officiel et tout ça. Je voudrais nuancer ici pour dire que même un officiel n'est pas un porteur de l'évangile. On a vu plusieurs fois des officiels qui viennent raconter de bobards. On est dans un pays où vous vous souviendrez que dans ce pays, on a connu un porte-parole, ministre de la communication, qui chaque fois qu'il passait, les gens se disaient qu'il va mentir. Et pourtant, c'est un gars brillant, intelligent, qui parle bien, juriste, formé et tout. Et ça rentre dans ce que les communicologues appellent la théorie de la crédibilité-confiance. Et elle dit ceci: l'effet persuasif d'un message et son degré d'influençabilité dépendent de la crédibilité de la source émettrice. C'est Carlo Vland qui le dit. Et donc, ça veut dire que quelle que soit la beauté, la rhétorique, la forme du message que peut apporter un officiel, s'il n'est pas crédible, si on ne lui fait pas confiance, cela ne va pas entrer. Et des deux, sur base d'une autre théorie, la théorie du besoin social de l'information, tout le monde a une sorte d'envie d'écouter, de savoir. Donc, tel que nous sommes entrés ici, les gens qui nous ont vus entrer, ils veulent savoir ce que nous faisons ici, qu'est-ce que nous disons ici. Ça, c'est naturel. Et par conséquent, si les gens entrent dans une salle de négociation, c'est leur responsabilité de filtrer ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Mais ils ne peuvent pas empêcher à nous qui n'étions pas là de nous faire une idée de ce que nous pensons et d'aller chercher au-delà de ce qu'eux ils nous disent. Et c'est en cherchant au-delà de ce qu'on nous dit que les couloiristes, les gens qui côtoient X, Y vont sortir des informations. Et M. Kandolo, alors comment une communication trop ouverte sur un processus de négociation en cours peut contribuer à la radicalisation des positions? Bon, elle peut contribuer à la radicalisation de position dans la mesure où ça peut démotiver. Ceux qui sont là, ils se disent, ça veut dire que nous sommes en train de perdre du temps. Dans le manque de discrétion, comporte donc des risques. Quand on parle de discrétion sur quelque chose qui est aussi vulgarisé, qui s'est fait à la portée de tout le monde, parce que les négociations, que ce soit je vais parler de Doha ou truc, ben c'est annoncé. C'est pas comme des choses qui se font et les gens ne savent pas. Et un peu comme quand ça s'était passé pour la rencontre du chef de l'État avec Kagame. Ça avait surpris tout le monde, même ceux qui avaient des caméras. On s'est réveillé le matin, boum, Qatar, le chef de l'État, personne n'avait prédit ça. Ça veut dire que personne n'a divulgué. Mais quand quelque chose est annoncé, la délégation congolaise, la délégation de M23, ils se rencontrent, ça attire la curiosité. Comment on peut encore protéger le secret? Les gens doivent savoir. Et quand le document est produit, chacun l'interprète à sa manière, parce que le document est sur la place publique, on ne parle plus de secret. Merci Eugène Kandolo. Alors je vais me tourner vers vous, Olivier Moinzé. N'est-il pas légitime, voire sage pour une partie de vouloir anticiper en annonçant les conclusions de pourparlers à sa population? Et quelle est la ligne rouge que les négociateurs ne doivent pas franchir? Avant de réagir à votre question, j'aimerais d'abord dire ici que les vraies guerres qui se trouvent entre les États sur la scène internationale, c'est celle de l'information. L'information, c'est un pouvoir. Voilà. Et je pense que la discrétion fait partie de la force de caractère d'un État. C'est-à-dire un État doit apprendre à maîtriser sa discrétion, doit apprendre à être discret. Alors, pour revenir à votre question, quelles sont les lignes rouges? Les lignes rouges, justement, c'est le respect de certains principes qui exigent la communication, justement, dans les contextes politiques. Il faudrait savoir quand dire certaines informations. Quand, c'est-à-dire, on est en pleine négociation, les discussions n'ont pas encore abouti, on est en plein dans les pourparlers, l'État est puissant, l'État a toute la machine, l'État a les manettes, que l'État fasse en sorte, s'il n'y a pas des fuites, qu'on attende de moment voulu que les clauses soient divulguées. Ça, c'est la ligne rouge à ne pas dépasser. C'est-à-dire, il faudrait patienter, il faudrait attendre jusqu'à ce que le moment sera bon pour divulguer, voilà. La deuxième ligne rouge, c'est comment le dire.
faudrait savoir comment est-ce qu'il faudrait laisser passer une information. Il y a aussi des stratégies par rapport à ça. Donc, c'est très important. Quand dire, comment dire. Et la troisième, c'est aussi savoir qui doit le dire. C'est justement là que se trouve le problème. Est-ce que c'est les influenceurs? Est-ce que c'est les membres du gouvernement? Est-ce que c'est les ministres lui-même qui doivent seulement dire? Est-ce que je pense qu'on doit avoir une seule bouche autorisée. C'est vrai, j'accepte qu'à un certain moment, on a du mal à contenir toutes les informations, mais je crois aussi que lorsque personne n'a rien dit, personne ne va savoir. Et comment ne pas laisser à ce que les informations puissent être libérées? Ça, c'est la stratégie de l'État. L'État a tous les moyens qu'il met en place pour que, quand nous sommes en pleine négociation, que rien ne sorte. Parce que finalement, il y a des conséquences. Les conséquences sont à dévoiler. Il y a d'abord les conséquences au sein de la population. Lorsque l'information est divulguée pendant qu'on n'est pas encore arrivé au moment, ça crée de la panique. Le peuple panique, tout le monde court dans tous les sens, on ne sait plus à quel sens c'est voué. Et donc ça crée un peu de la panique au sein de la population. La deuxième conséquence, ce sont ceux qui nous en veulent. Lorsque l'information n'est pas filtrée, tout le monde attend de recevoir cette information et ça peut créer toujours des dégâts d'une manière ou d'une autre. Dans le cas où nous sommes aujourd'hui avec le Rwanda, moi je me dis, si on ne veille pas sur ça et que les informations commencent à fuiter, il y a des conséquences néfastes sous la sûreté de l'État et sous la sécurité. Merci pour ces analyses, Monsieur Mwenzé. Avant de conclure, écoutons un dernier extrait de notre sketch. Cette fois, les étudiants prennent conscience des dangers liés à la publication précipitée des communiqués suivants. Vraiment, vous m'avez pas entendu. Si Mbouyi balance encore un communiqué pour contrecarrer celui de Kitoko et que répond derrière, là vous faites pas éteindre le feu, vous l'alimentez encore. On va pas rester là à regarder pendant qu'ils nous affichent avec leurs fausses conclusions. Non, là vous déconnez, Mbouyi, vous déconnez. Le but des négoces, c'était de sortir un accord commun, pas deux versions cheloues de la vérité. Si on a sorti les communiqués, c'était juste pour se positionner face à l'autre fac. Rien de plus. C'est ça qui c'est chiant de lire ton communiqué, Kitoko. C'est chiant. C'est chiant. Juste après une réunion où on essayait de déposer les bases pour une paix durable sur les campus, vous prenez pour le plus fort en balançant des conclusions rapides et solo. Vous allez vite les regretter. Je vous dis, vous allez les regretter. Je vous le dis. Non, ça finit maintenant. Arrêtez ça. Kitoko Mbouyi. Tu vois pas que si vous continuez comme ça, vous allez créer encore plus de bordel? C'est maintenant qu'on devait calmer le jeu pour que la suite du processus se passe bien. Pas mettre la pression quand même. Mais si on dirait là, ils vont bourrer le public avec leurs mensonges là. On a droit à une réponse. Ça c'est un droit. Depuis que vous parlez trop à l'avance, vous captez pas que ça fait reculer tout le monde. Et au lieu de trouver un terrain d'entente et un vrai consensus, vous faites que chauffer l'ambiance entre vous. Arrêtez ça. Bah, ouais, là, t'as raison. T'as raison. Oui, exactement. Ça fout le chaos, je vous dis. Avec deux communiqués différents, plus personne va capter ce qui se passe à l'université. Ouais. Pensez à tous les étudiants qui comptent sur vous pour régler ce conflit et leur permettre de reprendre leurs activités tranquillement. Ouais. Là, tu marques un point. Ouais, tu marques un point, Mbouta. Bon, écoute, Mbouyi, venez, on va s'asseoir ensemble pour en fabriquer une déclaration commune. Exactement, avec deux communiqués différents, plus personne ne comprend ce qui se passe à l'université. Pensez à tous les étudiants qui comptent sur vous pour régler ces conflits et leur permettre de reprendre leurs activités tranquillement. Reconnaît l'un des personnages. Alors, quelle attitude les parties prenantes doivent-elles adopter lors de pourparlers pour faire de la paix une réalité dans les zones conflictuelles? Eugène Kandolo. Quand on va à une table de négociation, il faut avoir la volonté d'aboutir. Parce que quand on n'a pas la volonté d'aboutir, qu'est-ce qui se passe? On commence à aller sur des sujets périphériques. Ça aussi, c'est une pratique. Ça veut dire qu'on laisse l'essentiel. On va commencer chaque fois à dire non, il n'y avait pas une virgule devant le point-virgule, il devait y avoir. Et ça fait passer du temps. Et ça, c'est aussi une de pratique. Et face à une mauvaise foi comme ça,
on peut communiquer sans attendre le communiqué officiel. On peut manifester son mécontentement sur l'attitude de l'adversaire. Donc, il n'y a pas une obligation absolue de ne pas communiquer. Mais seulement, il faudrait que réellement il y ait une volonté d'aboutir de part et d'autre. Parce que si cette volonté-là n'est pas au départ, les prémices sont mauvaises et le reste, ça sera juste une formalité. Peut-être parce qu'il y a une contrainte de grande puissance, peut-être parce qu'il y a un de partenaires de deux protagonistes qui leur dit vous devez être à la table de Qatar. Il faudrait que d'abord il y ait cette volonté mutuelle de ceux qui sont à la table pour garantir. Sinon, on serait ici en train de parler des théories de l'idéal, mais qui n'est pas réaliste, parce que les États sont de monstres froids. Ils n'ont pas des cœurs. S'ils en ont, ce sont des cœurs faits de pierre. Ce sont des intérêts qui comptent. Toujours est-il que si on veut avoir des négociations, on doit mettre en tête qu'on doit faire des concessions. Et les concessions vont permettre à ce qu'on puisse avoir un vrai compromis, qui ne va pas être une compromission, qui ne va pas être... On a trouvé des solutions, mais la population ne se retrouve pas dans ces solutions-là. C'est là aussi qu'il y a un besoin de communiquer partiellement. C'est un peu comme la notion de suivi et évaluation. Donc il faut tout mettre à la place publique. Pas tout mettre à la place publique, mais savoir sur quoi on communique. Merci Eugène Kandolo. Pour finir, une dernière question pour vous, Olivier Moinzé. En reconnaissant que les discussions de paix doivent avant tout servir l'intérêt de la population, que peuvent faire les habitants pour ne pas se laisser influencer par des discours contradictoires? Alors je pense que nous, le peuple, la population, doit se fier aux sources officielles. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans la course de l'information, mais on ne doit pas non plus écouter tout le monde. Mais je crois que le peuple ou la population doit se fier aux sources officielles qui communiquent. Nous avons des institutions qui sont là, nous avons le cas d'espèce du porte-parole du gouvernement, ministre en charge de la communication. Je pense que le peuple doit d'abord se fier aux sources officielles qui sont là. Par contre, les autres sources, justement aussi, qui libèrent l'information, les médias, les réseaux sociaux, les influenceurs et tout ce qui va avec, moi je pense que tous ces autres blocs doivent respecter les secrets d'État, doivent respecter les institutions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas enjamber. On doit laisser la primeur aux institutions officielles de communiquer et de laisser passer l'information. Je ne pense pas que lorsque les sources officielles n'ont pas encore communiqué, je ne pense pas que les autres sources d'information peuvent intervenir. C'est là justement que je pense que les CESAC et toute cette régulation par rapport aux médias doivent intervenir. Je pense qu'il faudrait punir parce que les lois sont là. Je pense que la primeur doit être laissée d'abord aux institutions officielles, de laisser communiquer, de laisser passer l'information et ensuite les autres sources peuvent interagir pour commenter parce que finalement on n'est pas un État qui n'est pas structuré. Les institutions sont là et je pense que dans cette ligne que l'on peut avancer pour que le peuple puisse recevoir une information filtrée, calibrée et qui soit bien reçue. Même si vous avez été là, vous avez entendu, vous avez participé à toutes les clauses avec les gouvernements, ministres et puis chefs de l'État, mais vous n'êtes pas habilité. En droit, on dit la compétence est d'attribution. Lorsqu'on n'a pas reçu les mandats, on ne peut pas agir. On agit en fonction du mandat. Moi, je pense que c'est pas parce qu'on est acteur politique qu'on a reçu les mandats des communiqués. Je pense que la compétence est d'attribution. On doit laisser la primeur à ceux qui sont habilités à passer l'information, même si on est acteur politique. Et ce ne serait pas aussi une sorte d'obstruction au droit à l'information? C'est vrai qu'on ne peut pas interdire aux gens de communiquer, mais nous sommes dans les pourparlers. Nous sommes dans les négociations. Les clauses des négociations ne peuvent pas être divulguées. Les gens peuvent communiquer sur les autres aspects qui peuvent entourer des négociations. Mais ici, on est en train de faire allusion aux décisions qui doivent être prises. Par rapport aux décisions, il faut que les voix officielles puissent nous communiquer. Mais tout le contour qui va avec, je crois que le droit de l'information nous oblige à laisser les gens communiquer. Mais pour ce qui concerne des clauses, des débouchés, cela ne doit être communiqué que par les voix officielles. Merci Olivier Moisé. C'est sur cette note que nous concluons cette émission. Ce que nous retenons de ces discussions, c'est que le manque de discrétion dans la communication des conclusions d'un accord peut compromettre la confiance, fragiliser les négociations, exposer les parties à des interprétations hâtives ou à des tensions inutiles. Si la transparence est essentielle à certaines étapes, elle doit être précédée d'un consensus clair sur les moments et les modalités de diffusion.
Oui, Ronely, une communication prématurée ou unilatérale peut être perçue comme une rupture de loyauté ou une tentative de manipulation. Il est donc crucial que les parties s'accordent non seulement sur le fond de l'accord, mais aussi sur sa forme et son calendrier de communication. Ceci afin de préserver l'équilibre, le respect mutuel et la crédibilité du processus. Et ce processus, justement, doit également être accompagné par les médias afin d'éviter toute interprétation erronée. C'est ainsi que nous pourrons ensemble consolider la paix et le vivre ensemble. Merci à nos invités Eugène Kandolo et Olivier Mouenzé pour leur disponibilité et la pertinence de leurs interventions. Merci également à Alain Goy qui était à la partie technique. Et un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. N'oubliez pas, un accord sans silence et une promesse déjà fragilisée. C'est le temps qui fait la panique est une émission proposée par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Vous pouvez retrouver cet épisode en rediffusion samedi 11h05 et 19h05 heure de Kinshasa ou en podcast sur www.radiokapi.net et www.abarirDC.net. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions sur les pages Facebook et X de Radio Okapi et Abari RDC. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et c'est le temps qui fait la panique. Au revoir. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.